Salut, c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, sur le podcast de la loose, nous recevons Manon Marquez, journaliste radio de formation, baroudeuse toujours la caméra à la main. Désormais, elle est formatrice podcast et média. Manon, elle est passionnée de récits et de transmission et elle a à cœur de t'aider à sortir du flou, structurer tes idées et oser prendre ta place avec un média qui te met en valeur. Son objectif, t'aider à passer au niveau supérieur dans ta com avec un podcast aligné, puissant et stratégique pour qu'on n'ait plus besoin de crier pour être entendu. Manon, bonjour, comment vas-tu ? Coucou Clémentine, écoute, ça va super. Merci pour l'invitation, à vous deux. Et on est ravis de te recevoir. Avant de commencer, du coup, on a le petit jeu qu'on propose à tous nos invités. Donc, on a changé un petit peu les règles récemment. C'est un ni oui ni non maintenant. Donc, tu ne peux pas répondre par oui ni par non à chacune des questions que je vais te poser. Est-ce que tu es prête ? C'est parti. Alors, est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Absolument, comme tout le monde, je pense. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions et obtenu 0 réponse sur Instagram ? Tout à fait. C'est un grand moment de solitude. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post, une newsletter ? Ça m'arrive régulièrement, je dois avouer. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé ou peut-être même détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Détester, je dirais pas détester, mais c'est sûr que ça vient. Parfois, ça peut trigger des choses, pas forcément sur la réussite, mais effectivement de voir des personnes qui sont dans le même domaine que soi. Voilà. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe derrière réellement, mais c'est sûr que ça peut trigger des petits trucs à l'intérieur de soi parfois. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Complètement. Est-ce que tu as déjà pleuré dans le cadre de ton activité ? Pas encore. Oh ! Tant mieux pour toi, j'ai envie de te dire. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Est-ce que c'est pas le quotidien tous les quelques mois des entrepreneureuses de vouloir tout arrêter et de retourner dans le salariat? C'est ça. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Toutes les semaines, je pense. Toutes les secondes. Toutes les secondes. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une publicité, une stratégie, un recrutement, peu importe ? Plutôt dans des formations en ligne, beaucoup sur ma première année. Là, l'objet brillant, on se dit on va acheter Voilà. pour pas louper la promo là Et pallier au syndrome de l'imposteur. Ouais, on connaît. Et enfin, du coup, dernière question, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui tu as tout le temps confiance en toi ? Tout le temps, je pense que c'est compliqué de dire qu'on a tout le temps confiance en soi, mais en grande partie, oui. J'ai perdu sur la dernière question. J'étais en train de me dire, elle va nous faire un sans faute. Et non. Et là, le dernier mot, et bam ! J'ai pas fait exprès. Mince. Mais du coup, je dirais que ouais, je pense que c'est impossible d'avoir tout le temps confiance en soi, mais j'essaye en tout cas, en grande majorité, d'avoir confiance au moins en mes projets et en ce que je fais. Ok, super, merci beaucoup. Bon, c'était un quasi sans faute. Il y a eu un manque de vigilance à la fin, mais bon, Oui, ça j'ai arrive à relâché tout le monde. l'attention. Donc aujourd'hui, Manon, on t'a invité parce que, évidemment, t'as une petite loose à nous raconter, sinon ça serait, enfin, c'est pas que ça serait pas drôle, mais ça serait pas le but du podcast. Donc, tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ça, puisque c'était par rapport à toi, une arnaque par rapport à une de tes clientes. Hein, des fois, on peut se faire arnaquer, ne serait-ce que par des formations en ligne, hein, t'en parlais, alors c'est pas Totalement. forcément une arnaque, mais des fois c'est ça. Là, c'est un petit peu l'inverse, on passe de l'autre côté, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous recontextualiser la situation ? C'était quand ? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, alors, effectivement, c'est vrai que d'habitude, on se fait arnaquer par des coachs ou des formations et cetera, mais ça peut aussi arriver de se faire arnaquer par des clients et je pense que ça peut arriver beaucoup plus souvent qu'on ne le croit et c'est vrai que c'est pas des sujets dont on parle beaucoup parce que, je pense qu'on a un peu honte au final de parler de ça et de s'être fait avoir, en fait. Et pour contextualiser, du coup, c'était l'année dernière. C'était ma première cliente en one-one et elle avait signé le devis. Elle était totalement d'accord sur les tarifs et cetera et on a eu une prestation sur plusieurs mois. Je lui avais autorisé, des paiements mensuels, sur 6 mois et en fait, pour résumer, pendant la, collaboration, il y a eu pas mal, d'événements, notamment beaucoup de tentatives de gaslighting et limite, bah, de m'envoyer beaucoup de messages, parfois des messages vocaux de 5 minutes à 3 heures du mat, heu, pour, se décharger de plein de choses et c'était, déjà émotionnellement très difficile et ça m'a appris beaucoup sur mes limites, dont je pense qu'on parlera dans ce podcast et donc du coup, la fin de l'année dernière, il y a eu une espèce de rupture où ça ne lui convenait plus ma manière de travailler. Elle estimait que je n'étais pas assez présente, pour elle, pour ses projets et cetera et elle a, décidé d'arrêter notre collaboration, enfin, quand je dis qu'elle a arrêté, c'est-à-dire qu'elle m'avait demandé un nouveau projet que finalement, au moment de payer, elle s'est dit: «Non, non, je veux plus, je te payerai pas pour ce projet». Et sur la fin du devis, les 2 dernières mensualités, elle me les a jamais payées. Voilà, pour contextualiser. Donc en tout, ça représente 650 €. Et vis-à-vis de ta situation en tant qu'entrepreneur, à ce moment-là, t'étais déjà avancé, ou t'étais au début de ton activité et du coup, t'avais, entre guillemets, réellement besoin de cet argent-là pour continuer ton activité? Est-ce que ça a mis en péril un petit peu, ben voilà, ton train de vie de manière globale ou pas du tout? Ouais, alors en plus, là, on est dans une situation particulière parce que, alors souvent c'est ça, dans la vie, quand il y a des merdes, c'est comme une porte ouverte, un espèce de portail qu'on traverse. Bah, moi, c'était en décembre, là, 2024, où je venais de vivre une rupture en septembre. Du coup, il fallait que je paye seule mon loyer, et cetera. Il y a un espèce de portail, je sais pas, portail énergétique, portail de merde qui est rentré dans la porte et du coup, c'était en plein dedans, effectivement et c'était, bah, la fin de ma première année donc on sait bien que la première année, quand on se lance, c'est pas facile donc je pense qu'effectivement, heu, bon, elle le savait pertinemment que j'étais aussi dans ma première année et que donc du coup, il y a aussi cette notion, on est un peu plus malléable, on connaît moins nos limites et cetera. Mais oui, oui, ça m'a complètement impactée, financièrement. Ouais, donc une Et grosse du loi des séries, qui t'est tombée sur la Ouais, tête, quoi. je fais: «Ah, c'est bon, laissez-moi tranquille». Tu avais une question, Lise? Ouais, et du coup, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à tes limites, justement, vu que c'était, entre guillemets, sur ta première année d'activité, c'est souvent le moment où on va se chercher, où on va prendre des contrats clients qui finalement ne nous conviennent pas trop tant que ça. Est-ce que toi, du coup, quand tu as eu cette cliente-là, est-ce qu'il y avait un cadre qui avait été établi? Est-ce qu'il y avait un contrat qui venait cadrer la relation, justement, avec un certain nombre d'échanges ou avec une zone dans laquelle ta cliente pouvait demander certaines choses et ne pas dépasser, etc. Ou est-ce que ça s'est fait vraiment un peu à l'instinct et c'est sur le tas que tu t'es rendu compte que ça manquait clairement de limites? Oui, bah, c'est exactement ça, en fait. C'est vraiment sur le tas que je m'en suis rendu compte, heu, notamment parce que je me suis jamais retrouvée dans cette situation de management, de CEO et cetera, dans le salariat à la base. Gérer des projets et tout, je sais très bien faire, mais c'est vrai que du coup, je savais pas, l'étendue des limites qu'il fallait mettre et du coup, à part un devis signé et des CGVS où c'était marqué un petit peu le cadre de la prestation et cetera, le détail des limites, ça je savais pas. Je savais même pas qu'il en fallait, quoi. Donc effectivement, c'était assez flou sur, comment elle pouvait, me parler et cetera et au départ, en plus, comme j'étais vraiment au début de mon activité, forcément, j'étais aussi hyper motivée, hyper, réactive quand elle m'envoyait des messages et cetera donc
il y a eu effectivement une évolution aussi de ma posture pendant l'accompagnement, parce qu'au fur et à mesure, voilà, je lui ai dit: «Écoute, par exemple, moi, WhatsApp», on parlait sur WhatsApp, mais c'était aussi ma plateforme personnelle et donc du coup, on a switché sur Telegram et rien que ça, déjà, ça a créé des histoires pas possibles de switcher d'outils alors que je lui demandais lequel elle préférait entre Discord, Telegram et cetera et le moindre petit changement, c'était, voilà, dès que j'essayais d'implémenter mes limites, c'était très compliqué. Mais bon, je pense aussi que voilà, il y a des personnes qui savent pertinemment qui aller chercher enfin voilà, d'aller chercher des personnes qui ne connaissent pas leurs limites pour aller toucher tous ces noms. Pousser, oui, pousser toujours plus loin. Mais du coup, effectivement, je connaissais pas mes limites et ça a été au fur et à mesure que je les ai apprises. Ouais, parce que justement, j'allais te demander si au fur et à mesure, quand même, bah, tu dis les messages pendant la nuit, et cetera, enfin, que toi tu vois le lendemain matin, mais est-ce que tu as posé des limites quand même? Est-ce que tu as essayé de lui dire: «Bah, ça c'est pas OK, je préfère qu'on se contacte plus tard»? Ou est-ce que, bah, tu as un petit peu laissé faire ou que c'était un petit peu trop tard et qu'effectivement, comme tu dis, c'est pas que les gens généralement ils viennent, te chercher, Mmh, mais c'est qu'ils voient très bien que, bon, oui, les limites, elles sont un petit peu floues et c'est comme des enfants, en complètement. fait, ils testent, hein. Ouais. Ils testent jusqu'à ce que ça jusqu'où est-ce que je peux aller? Parce que visiblement, elle me répond, je sais pas, à 23h, alors peut-être que 2h du matin, c'est OK. Donc ouais, tu as quand même essayé de poser des limites à un moment Mmh. donné, mais tu sens qu'il y avait de la résistance, à Oui, ce oui, oui, moment-là. il y a eu bah, en fait, vraiment, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y avait, quand même des comportements de manipulation. Notamment parce que quand j'ai commencé à imposer ces limites et à dire: «OK, pour moi, c'est pas OK de recevoir des messages à 3 heures du mat» et en fait, elle se justifiait en disant que c'était là qu'elle était dans son pic créatif, qu'elle était obligée alors que ces messages vocaux, vraiment, c'était pas nécessaire et moi, je lui demandais tout le temps de me refaire la transcription à l'écrit parce qu'il me fallait de l'écrit, pour qu'on fasse le point et avancer et cetera et elle le faisait pratiquement jamais et là où j'ai réalisé qu'il y avait un comportement de manipulation et de gaslighting, c'est parce que, on a eu un point en visio et pendant ce point, parce que je lui exprimais mes limites et je lui disais: «Écoute, ça c'est OK, ça c'est pas OK, on rediscute ensemble du cadre de la collaboration». Elle m'a dit mot pour mot: «Moi je pense que» je précise que c'est quelqu'un qui est dans, le holistique, l'énergétique et cetera, le spirituel, pardon, plus particulièrement, et qui a joué sur cette carte-là, de voir des choses, invisibles en gros et qui m'a dit, «Moi je vois que, il y a un potentiel, que, tu n'exploites pas assez et que tu ne pousses pas assez loin tes limites, tu n'es pas prête à claquer des fesses», elle m'a dit mot pour mot. Et au moment où je lui parlais de mes limites et j'étais là en mode, heureusement que j'ai confiance en moi et que je lui ai répondu du coup, c'est exactement parce que je connais mes limites que je suis en train de te les témoigner. Mais je me suis dit que c'était quand même très grave d'essayer de renverser la situation. Je vous vois mort de rire sur l'expression, mais moi aussi j'ai trouvé ça un peu dégueulasse quand même. Bah, en plus, je sais pas trop comment interpréter cette expression, parce que moi, il y a 2 images qui me viennent. Soit tu vas être en train de twerker, soit tu vas être en train de flipper ta race parce que voilà, il faut que tu te fasses flipper, tu vois, pour sortir de ta zone de confort. Mais dans tous les cas, tu vois, c'est l'image est chelou, quoi. Bah, je pense en plus c'était vraiment, enfin et moi j'ai du mal à comprendre cette mentalité, il faut souffrir, au travail et dans ton entreprise et cetera. Enfin, je pense que c'est une autre mentalité aussi, d'un autre âge, je dirais, selon la tranche d'âge de la personne et ben non, en fait, on n'est pas obligé d'être au bord du burn-out pour se rendre compte que, ou pour aller encore plus loin dans son entreprise. Et je précise parce que je sais pas si c'est clair pour tout le monde la définition de gaslighting parce que moi, pendant très longtemps, c'était, un peu flou. Donc c'est un peu une technique de manipulation, hein, qui essaye de te faire douter de ta propre réalité, quoi. Genre, C'est ça. mais, en gros, t'es es en colère, mais non, enfin, c'est pas à cause de moi, c'est parce que,
enfin, voilà, t'as pas le droit, enfin, c'est pas que t'as pas le droit d'être en colère, mais t'as pas de raison d'être en colère, tout va bien, voilà, tu pousses pas assez tes limites, en fait. Mm. C'est juste pour ça, en fait, que ça va pas la collaboration. C'est que tu pousses pas tes limites assez loin. Exactement, ouais, Mais en c'est fait, ça. voilà, ça vient remettre en question, en fait, ce que toi, t'es en train d'exprimer, ce que tu ressens, etc. pour bah, te mettre en porte-à-faux, en plus. Généralement, c'est pas pour te faire du bien, quoi. Oui, c'est ça. Et je pense un exemple très concret de gaslighting dans cette collaboration, c'était justement la fin de la collaboration où je lui ai fait des mises en demeure, etc. Et en fait, elle a renversé le truc en disant que j'avais augmenté mes tarifs sans justifier, alors qu'elle avait signé un devis, hein. Mais je sais pas d'où ça sortait. Apparemment, j'avais augmenté mes tarifs sans prévenir. Et donc, du coup, ça, c'est une forme de gaslighting parce qu'elle a essayé de renverser la situation en disant que si elle ne me payait pas aujourd'hui, c'est parce que j'avais augmenté mes tarifs de manière injustifiée. Et après, elle a renversé la situation en disant que j'avais été injurieuse envers elle, alors que absolument pas. Je pense que le pire truc que je lui ai dit, c'est vraiment que je trouvais ça choquant de voir des personnes profiter impunément d'entrepreneurs qui se lancent. Et elle l'a pris comme une injure. Et du coup, effectivement, elle a essayé de renverser la situation le plus loin possible, quoi. Oui, en fait, elle a pas pris sa responsabilité, quoi. Non, On fait, hop, c'est pas moi. Si vous avez vu Bref 2, c'est la meuf du film, quoi. C'est oui, c'est jamais elle la c'est ça, coupable, c'est toujours elle la victime. exactement. Et du coup, moi j'ai une question, alors je suis là pour me mettre le nez dans le caca, hein, pour rester poli. Tu as parlé de mise en demeure, etc. Est-ce que cette relation, justement, de par le devis, elle était, on va dire, cadrée d'un point de vue légal, justement? Est-ce qu'il y avait des mentions spécifiques en cas d'impayé, ce genre de choses? Parce que pour arriver en mise en demeure, il faut aussi avoir euh, certains documents, on va dire, pour justifier une mise en demeure. Comment tu avais procédé, toi, de ton côté? Oui, alors j'ai eu la chance, en fait, l'un des premiers réflexes que j'ai eu quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que je conseille à tous les entrepreneurs qui se lancent, c'est de faire appel à une juriste qui m'a écrit mes CGVS. Donc, du coup, légalement, j'avais un document béton des CGVS. Donc, effectivement, j'ai pu m'appuyer sur mes CGVS pour la mise en demeure. Et voilà, du coup, j'ai rédigé la lettre et je l'ai rédigée à l'aide aussi d'une autre juriste qui m'a accompagnée sur l'écriture. Ok, et du coup, ce réflexe-là, tu l'as eu, on va dire, naturellement, ou tu t'es retourné vers d'autres personnes pour trouver des solutions, etc. Parce que j'imagine que quand on se lance, tu fais face à ton premier client, on va dire récalcitrant, peut-être que tu sais pas trop comment gérer les choses. Est-ce que tu as été chercher de l'aide à l'extérieur ou est-ce que tu t'es débrouillée toute seule comme une grande? Non, moi, franchement, je l'ai fait toute seule et je l'ai fait très rapidement parce que en fait, je pense que j'ai très vite compris quand elle a annulé. En fait, de prime abord, elle a juste annulé les 3 rendus que je devais lui faire. Mais elle m'a dit qu'elle continuerait en fait à me payer sur les 6 mensualités qui étaient prévues. Mais moi, je trouvais que ça sentait un petit peu le caca quand même, cette histoire. Donc, je lui ai dit: «OK, mais je t'envoie la facture et tu as jusqu'à, en gros, demain pour payer». Donc j'ai été très réactive, en fait. Dès le premier jour de retard, je pense que dès le surlendemain, je lui ai envoyé la mise en demeure parce que je sentais que ça partait en cacahuète. Enfin, après, c'est ma surréactivité et je pense mon anxiété par rapport à la situation a dû envenimer les choses parce que du coup, elle l'a tout de suite pris comme une attaque personnelle et elle s'est servie de ça pour ne jamais payer par la suite. Parce que la mise en demeure, c'est un avertissement, mais en fait, ça peut ne servir à rien finalement. Mais en tout cas, effectivement, j'ai fait la mise en demeure. Là où j'ai merdé, on va dire, c'est que je pensais ne pas avoir besoin de son adresse postale. J'avais juste son adresse mail. Donc, je n'ai pas pu envoyer la mise en demeure par lettre. Je l'ai envoyé par mail recommandé, mais ça n'a pas le même impact enfin, que quand tu le reçois dans ta boîte aux lettres, je pense aussi. Donc ouais, il y a eu beaucoup d'erreurs en chemin. Et ça permet d'apprendre tout ça. Donc, notez bien les adresses aussi de vos clients, c'est important. Ouais, parce qu'un mail, tu peux dire, je l'ai jamais reçu, je l'ai pas, voilà, je l'ai pas vu, ça part dans les limbes. Ah, c'était dans les spams, dommage. C'est ça. Ah zut, zut, dommage. Alors que bon, un recommandé, généralement,
bon, tu peux aussi ne pas aller le chercher, hein, mais bon, il y a un petit peu plus d'impact, je pense aussi, de ce côté-là, quoi. Mmh. OK et du coup, ça a duré combien de temps cette, collaboration exactement, Alors ça a commencé, en juin et ça a terminé en décembre. Donc Ouais, si les 6 calculs mois. sont bons, à peu près, 6 mois, ouais. Ouais. J'ai commencé, enfin, j'ai très vite commencé à ressentir de l'anxiété, en fait, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. C'est après coup vraiment que je me suis rendu compte que c'est parce qu'il y avait des comportements de manipulation et de gaslighting et que c'était très prenant même sur ma vie personnelle, et que si je lui répondais pas en fait rapidement, et ben du coup elle changeait, elle avait aussi des humeurs très changeantes et moi c'est quelque chose personnellement que j'ai beaucoup de mal à gérer, les personnes qui ont des humeurs qui changent rapidement. Et du coup, c'était extrêmement anxiogène. Et je pense que je suis partie en vacances et je l'ai prévenue. J'ai dit, je coupe tout. J'avais même coupé Instagram et tout. J'avais tout bloqué. J'avais besoin de déconnecter totalement à cause de cette collaboration sur tout l'ensemble de ma communication parce que je me sentais trop sollicitée en fait. OK et tu avais quelle en cliente à ce moment-là, du coup? J'avais que elle en privé. Oui, je crois que j'avais qu'elle. Ouais, ouais, j'avais qu'elle. En fait, je préparais le lancement parce qu'en fait, en parallèle, moi, j'ai un accompagnement, donc je préparais le lancement de mon accompagnement et en privé, effectivement, j'avais qu'elle. OK et donc tu dis ça t'a fait de l'anxiété, enfin ça t'a créé de l'anxiété, ç ça s'est répercuté comment? Enfin, bah, physiquement, mentalement, c'est quoi? Est-ce que tu dormais moins bien? Tu parles aussi dans le perso, donc bon, sans aller trop dans le détail, on n'a pas besoin de tout Mmh. savoir, hein, évidemment, mais comment ça a impacté, en fait, concrètement, bah, justement ta santé mentale avant que tu commences à te dire, «Bon là, on va poser des limites». Comment ça a impacté, Je pense qu'effectivement, il y avait beaucoup, de moments où juste je me sentais dans la journée, enfin, j'avais le cœur qui s'accélérait et tout, je ressentais vraiment l'anxiété dès que je recevais une notification de sa part et parce qu'en fait, comme elle envoyait des vocaux, quand on envoie des vocaux, c'est compliqué de savoir, est-ce qu'elle est contente ou pas contente? Surtout quand c'est une personne qui change beaucoup d'émotions et du coup, je savais jamais à quelle sauce j'allais être mangée finalement et du coup, effectivement, c'était très anxiogène parce que, tu pas envie de répondre tout de suite, mais d'un côté, tu as envie de savoir tout de suite si ça va ou si ça va pas parce que sinon tu peux pas passer au-delà de ce que tu es en train de ressentir. Donc c'est un espèce de cercle, vicieux et après effectivement, bah, du coup, enfin, ouais, il y avait quand même moins de sommeil, mais je pense que là où ça a commencé à être, pire, c'est vraiment à partir du moment où heu, je lui ai parlé de mes limites et qu'elle l'a totalement, du coup gaslighté, revient sur ces mots et du coup, j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que c'était pas juste moi et que c'était pas juste, le fait que, bah, voilà, l'exécutif, c'est pas forcément quelque chose qui me passionne non plus énormément, mais que c'était vraiment la collaboration qui était, problématique. Et aussi parce que, du coup, ça m'a permis d'affiner mes offres. Heu, je les facturais seulement pour une montage de prestations, mais avec cette conversation Telegram et le fait qu'elle me sollicitait tout le temps des conseils et cetera, il y avait du conseil aussi derrière que je lui offrais, en fait, gratuitement. Donc j'étais extrêmement sollicitée et du coup, je pense qu'il y a eu vraiment de la fatigue et de l'anxiété qui s'en est suivie et ça a mené jusqu'à ce mini burn-out, avant de partir en vacances et de me dire, «Là, je peux plus, j'ai besoin de déconnecter avec elle, avec les réseaux sociaux et cetera, c'est plus possible, quoi». OK, ça marche et du coup, tu nous dis elle a un comment? Un une humeur changeante, assez changeante, ça se représentait comment, en fait? Donc ça veut dire qu'il y a des fois, elle était, toute douce, toute mignonne, sous le soleil et il y a d'autres moments, c'était quoi le côté gremlins, bah, après minuit justement? Ouais, c'est ça. Alors, c'est le genre de personne, un peu enfin, comment dire? Passive-agressive, mais c'est pas de l'agression, c'est encore une fois, c'est du gaslighting pour moi pur et dur. C'est-à-dire que, je sais pas si vous voyez ce genre de personnes qui donnent des
conseils ou enfin qui donne un ton un peu moralisateur ou qui se met un petit peu au-dessus, vraiment en mode ben là, ah bon, bah t'as pas fait comme ça ou ce serait. Enfin, voilà, une critique détournée, c'est ça que je voulais dire. Des critiques détournées et puis vraiment, moi, ce qui me dérangeait, c'était le fait qu'elle aille chercher des choses un peu plus spirituelles à rajouter dans son discours. Et je trouve ça extrêmement dérangeant de manipuler les gens par ce discours-là parce que il y a différentes sensibilités et que je trouve que c'est vraiment se poser dans une position de gourou que de justifier son comportement et ses actes par un discours voilà, lié au spirituel et à je vois des choses, etc. Alors, je suis absolument pas en train de critiquer le milieu, je critique juste le fait d'utiliser la spiritualité pour justifier ce genre de comportement, quoi. Oui, bah, le spirituel en soi, il y a aucun mal à ça, on peut tous être spirituels, c'est pas la question. Mais à partir du moment où ouais, tu essaies de faire culpabiliser les gens et que les gens aillent dans ton sens parce que ah, j'ai ressenti C'est une ça. énergie et à mon avis, tu files un mauvais coton maintenant, donc va falloir changer de comportement. Ouais, ça c'est très très limite. C'est très très limite. Ouais, et puis du coup, en plus, ça te met dans une position où tu as peur parce que tu te dis, ça se trouve, elle voit des choses en moi que je ne vois pas. Ou des fois, j'étais un peu parano à me dire, ça se trouve, là, elle sait que genre, j'ai pas envie de lui parler, que je suis pas bien, etc. Parce qu'elle le voit. Enfin, genre, tu te sens vraiment observée, c'est horrible. Alors que c'est complètement faux. Enfin, en plus, moi, j'ai monté ces épisodes de podcast pendant des heures et je me suis rendu compte vraiment au fur et à mesure du bullshit que c'était, quoi. Vraiment. À la fin, t'es en mode, non, mais là, ça fait une demi-heure que tu dis la même chose, en fait. C'est plus possible. Je peux plus monter cette merde en fait. C'est ça, à la fin, tu comptes les dernières semaines qui te restent. Ok, et donc du coup, donc si je comprends bien, le point de bascule, on va dire, dans cette collaboration, c'est le moment où tu as commencé à toi vouloir imposer tes limites, où là, elle s'est un peu braquée, contre-braquée, etc. À partir de ce moment-là, est-ce que la relation avec elle a empiré? Est-ce que elle t'a ghosté? Est-ce que, parce qu'ok, elle a pas payé les derniers mois, mais est-ce que vous êtes restés en contact par la suite ou voilà, comment ça s'est un petit peu dégoupillé par la suite? Tu veux dire à partir du moment où j'ai envoyé la mise en demeure ou juste quand j'ai parlé de mes limites? Ben, à partir des limites jusqu'à la mise en demeure et jusqu'à Ok. la fin de la relation, quoi. Du coup, bah, c'est juste que, voilà, enfin, je lui ai expliqué, on a eu un point, etc. Et je lui ai expliqué mes limites. Donc, du coup, je répondais moins et je me forçais à prendre plus le temps de répondre et tout pour lui faire comprendre ça. Et en fait, en parallèle, elle lançait un sommet sur lequel elle m'avait invitée. Donc, elle lance le sommet, je pars en week-end et en revenant du week-end, en fait, tous les jours et même pendant le week-end, c'est pour ça que ça empiétait aussi sur ma vie privée, parce qu'elle était là en mode Wouhou, est-ce que tu es là? Pourquoi tu réponds pas? J'ai vu que tu n'avais pas communiqué sur le sommet. Ça serait bien quand même que t'en parles, etc. Alors que j'étais juste littéralement partie 2 jours, 2, 3 jours. Euh, et que en plus j'avais fait une story. Mais pareil, il y avait pas mal de choses. Par exemple, quand je communiquais sur son podcast, sur comment je l'aidais, sur ce sommet, etc. Elle venait toujours critiquer la manière dont je le faisais. Ou elle me disait non, c'est pas bien fait, j'aime pas comment tu l'as fait. Enfin, vraiment, c'était toujours des critiques, critiques, critiques. Donc, pour en revenir à ça, il y a eu cet événement. En parallèle, du coup, moi, je commence à recadrer tout et à lui dire, OK, bah écoute, les 3 podcasts supplémentaires que tu m'as demandé sont terminés, j'attends juste ton paiement. Et c'est là où c'est parti en cacahuète parce qu'elle m'a dit, bah non, tu me les envoies d'abord et je te paye après. Et je lui ai dit, bah, tu sais, depuis juillet, tu me payes d'abord et je te délivre le service en même temps. Donc, ça a toujours été comme ça. Pourquoi tout d'un coup Et je lui ai dit, si tu veux, on fait un avenant et tu me payes le reste après. Mais en tout cas, non, je ne t'envoie pas les trucs que tu me payes après, quoi.
Et j'ai commencé à trouver ça quand même extrêmement bizarre, qu'elle agisse comme ça et qu'elle ait tout d'un coup envie de me payer après coup. Hem et c'est parti en cacahuète parce qu'elle s'est énervée. Elle m'a dit que c'était pas normal, que je devais lui envoyer, elle pouvait pas voir si c'était bien ou pas si je lui avais pas envoyé avant. Enfin, c'était, voilà, encore une fois du gaslighting, de renverser la situation et de dire que c'était de ma faute et qu'elle devait juger d'abord la qualité de mon travail avant de me payer. Qui fait ça dans la prestation de service? Moi, je lui ai réexpliqué la définition de ce qu'est une prestation de service à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute, dans la prestation de service, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Tu connais mon travail en plus, on travaille ensemble depuis juillet, enfin, il n'y a pas de surprise. Bah, c'est ça, c'était pas nouveau en plus, je veux dire, c'est pas C'est comme pas si nouveau, elle non? débarquait, tu vois? Et que ça fait 6 mois, enfin pas 6 mois, 3, 4 mois, 5 mois que vous bossiez ensemble, donc c'est pas nouveau. Elle sait comment tu travailles, donc elle peut pas dire, «Oh, d'un coup, je sais pas comment ça se passe en Ouais, fait c'est ça. ça n'a pas de sens». Bah, c'est pour ça que je me suis dit, il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, c'est quand même extrêmement bizarre que tout d'un coup, elle ait envie de me payer après coup et plus avant. Et elle s'est tellement énervée qu'elle m'a dit, «Écoute, j'ai besoin de réfléchir, je reviens vers toi», donc voilà, enfin, 2 jours après, elle revient vers moi et là, elle me dit, elle m'envoie un mail, pardon, elle m'envoie un mail et elle me dit dans ce mail que, elle annule notre collaboration, qu'en gros, elle n'a plus envie que je fasse partie du sommet, qu'elle ne me payera pas pour les 3 podcasts et que, elle paiera pour la suite, mais pas maintenant, en gros. Dès qu'elle sera disponible, dans son sommet et cetera. Et du coup, c'est là où, par contre, moi, j'ai switché et donc je lui ai renvoyé un mail voilà, lui renvoyer les factures et lui dire que s'il y avait un retard, direct mise en demeure et ce que j'ai fait dès le lendemain ou le surlendemain, en fait, la mise en demeure et du coup, elle ne m'a pas répondu pendant 1 ou 2 semaines, heu et puis après, elle m'a répondu un pavé, vraiment pour dire que, voilà, tout ce que je vous ai dit, que j'avais augmenté mes tarifs et nin et que c'était pas normal et que c'était de ma faute, tout ça et que, je l'avais harcelée parce que du coup, la mise en demeure, vu qu'elle répondait pas, je lui ai envoyé un recommandé par mail. Mais ce que j'ai fait et le réflexe que j'ai eu pour éviter qu'elle me renvoie des messages vocaux, c'était de la bloquer de partout. Donc je l'ai bloquée d'Instagram, je l'ai bloquée de Telegram, comme ça je l'ai bloquée de WhatsApp, comme ça elle pouvait me contacter que par mail. Parce que tout d'un coup, j'ai réalisé pourquoi elle m'avait envoyé autant de messages vocaux. Parce que les messages vocaux, il y a pas de preuves en fait écrites. Donc du coup, voilà, j'avais pu faire quand même des imprimes écran de certaines choses et j'ai eu le réflexe de direct faire des imprimes écran au cas où si elle supprime tout. Et voilà et du coup, elle m'a répondu 2 semaines après, heu, tout ça. Donc je lui ai renvoyé les imprimes écran pour lui montrer que non, qu'elle avait validé, tout ce qui avait été fait et pas folle la guêpe parce que moi, le réflexe que j'ai eu, c'est de me dire: «Je vais aller sur son compte, podcast et je vais désactiver les podcasts, les derniers podcasts, en fait, tant qu'elle ne me paye pas». Sauf que elle avait anticipé et elle a changé son mot de passe. Donc c'est que c'était calculé en fait. Je pense là quand j'ai pas pu me connecter dès le surlendemain, je me suis dit c'était calculé à l'avance. Donc voilà, donc je lui ai renvoyé un message, elle m'a menacé de faire appel à son avocate et je lui ai dit bah, tu peux, mais tu es dans le tort. C'est toi qui vas perdre de l'argent. Hein. Bah oui, c'est le cap à payer, donc bon, à partir de là, C'est ça. Donc OK, oui, c'est sûr ouais. que c'est parti très rapidement. Tout d'un coup, tu découvres le visage des personnes, mais je trouve que quand même, il y a des signes avant-coureurs dans ce genre de collaboration et il faut vraiment veiller à ces signes et ne pas hésiter à refaire un point pour recalibrer la collaboration parce que ça peut arriver en fait de se rendre compte en cours de route que en fait on n'avait pas pensé à telle limite, que ça nous convient plus et c'est pas parce qu'on est prestataire de service qu'on est des lardins et c'est OK de redéfinir la collaboration, de dire: «OK, là, désolé mais moi je m'y retrouve plus». Hem,
Moi, une fois là dernièrement, j'ai dit à une cliente, «Désolée, mais moi financièrement, je m'y retrouve plus là dans les échanges qu'on a. Donc ce que je te propose, c'est qu'on recadre ça. Voilà, on fait moins de points ou alors, s'il y a trop de retard, trop de ceci ou trop de choses qui ne me conviennent pas, on ajuste, le devis derrière». Mais je pense que voilà, il y a une manière de dire les choses et surtout, je pense que c'est important de d'oser le formuler et de pas subir jusqu'à la fin de la prestation. C'est clair, c'est clair. Et justement, les signes avant-quoi, bon, on en a un petit peu parlé, mais si tu devais résumer un peu ceux que tu as vus, mais un peu ignorés au début, bah, peut-être parce qu'aussi c'était la première en one-to-one, etc. C'était quoi ces signes auxquels faire attention? Hem, Ça peut être assez délicat là, dans ce cas-là, parce que, ouais, il y a des parce que là, on est sur le cas d'une personne qui est vraiment malhonnête. Hem, mais je dirais que déjà les paiements qui vont plus loin que la date, en fait, de dépôt, il faut se méfier. Les personnes qui veulent payer notamment en 6 fois. Alors, sauf si c'est des virements automatiques et dans ce cas-là, je vous conseille de passer vraiment par Stripe et de cadrer le truc au maximum. Mais, moi, par exemple, elle faisait des virements mensuels et déjà, j'aurais dû me méfier parce qu'elle a insisté vraiment pour le paiement plusieurs fois et comme c'était ma première cliente, je me suis dit: «Oui, ouais, pas de souci, aucun souci». Donc je pense qu'il faut se méfier de ça et puis, après effectivement, c'est de voir si la personne respecte vraiment les limites que vous lui témoignez, en fait. Là, par exemple, il y a eu plein de moments où c'était pas le cas. Heu, Moi, je trouve quand même que ça reste un enfin, je n'aurais pas l'idée de d'être tout le temps avec un prestataire et de lui envoyer des messages, 10 fois par jour, des messages vocaux de 5 minutes et cetera. Je trouve quand même que c'est un manque de respect quand on est dans ce cadre de collaboration et voilà, aussi bien, réfléchir à toutes ces choses, en amont. C'est important de réfléchir à nos propres limites, en fait. Mais ouais, c'est les signes avant-coureurs et puis après, effectivement, quand il y a des comportements de: «Je paierai plus tard», ou des petites phrases un peu comme ça qui indiquent qu'en fait la personne elle a pas tant envie de payer que ça, il faut se méfier. Ou quand la personne commence à demander des choses supplémentaires, encore et encore, comme si ça allait être gratuit, mais qui tique un petit peu aussi quand on lui propose, quelque chose de payant, quoi. Ok, et du coup, tu nous disais que donc c'était ta première cliente en one-one. Est-ce que à la suite de ça, ça t'a découragé de poursuivre sur du one-one ou est-ce que t'as continué mais t'as changé des choses? Et auquel cas, qu'est-ce que t'as changé? Beh, ça m'a pas découragée parce que je me suis dit, au contraire que voilà, j'étais tombée sur une mauvaise personne et pourtant j'ai un bon instinct de manière générale dans la vie, mais je l'avais pas vu arriver celle-là. Mais par contre, ça m'a beaucoup encouragée à cadrer totalement, mon processus client et d'avoir un processus client parce qu'en fait, j'en avais pas avant. Je savais pas ce que c'était. Du coup, j'ai acheté notamment des templates. Alors, je vous conseille, ceux de, Aurora, elle a, My Carousel, je crois sur Instagram, qui a un super, bundle de process client notamment et du coup, ça m'a permis, voilà, d'avoir, des templates pour, parler du cadre de la collaboration, proposer un projet, l'après et cetera. Donc ça m'a permis de réfléchir quand même au cadre et puis après, du coup, ben, ça s'affine au fur et à mesure, mais maintenant je suis en position aussi de recadrer. Alors qu'avant, je pense que j'étais trop intimidée, le fait de me lancer dans l'entrepreneuriat, le fait d'avant, j'étais dans le salariat et je savais même pas comment, mettre mes propres limites dans le salariat, donc c'est sûr, c'est compliqué, à ce niveau-là. Et récemment, bah, comme je le disais plus tôt, là, j'ai une cliente en one-one, où il y a des choses où c'est un peu compliqué, mais là, pour le coup, c'est que c'est pas une mauvaise personne, c'est juste le cadre de la collaboration qui doit être ajusté et comme partout, en fait. Donc du coup, on a eu un point et on a redéfini le cadre de la collaboration ensemble, de ce qui nous convenait à toutes les 2, de ce qu'on voulait pas et voilà et en fait, ça peut être totalement fluide.
Ouais, en fait, après cette expérience, finalement, quand on t'écoute, ça t'a quand même permis justement de découvrir c'était quoi tes limites. Parce qu'au final, quand tu t'es lancée là-dedans, t'en avais aucune idée. Et tu vois, comme tu le disais, t'étais vachement disponible aussi pour elle, t'étais vachement réactive. Donc, mine de rien, quand on est comme ça, et c'est normal, hein, parce que c'est notre première cliente, t'es là, genre, je vais tout donner, T'es faut à montrer que, fond, ouais, c'est ça. voilà, t'es à fond. Tu as Donc, bien du ça? coup, Oui, 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 vas-y. Et puis je te donne oui, du et ma coup, formation, et ça, et ça, et ça, c'est cadeau. Je te c'est donne ça. ma vie aussi. C'est ça. Et après, du coup, bah forcément, la personne en face, enfin, les gens sont habitués à ce que tu sois comme ça. Donc derrière, quand tu viens leur dire, ben non, je veux plus que tu m'écrives ou que tu me fasses de vocaux à ce moment-là, c'est aussi une incompréhension de l'autre côté. Parce que bah, qu'est-ce qu'il Mm, y a ça se passait bien totalement. jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai que c'est délicat et c'est pour ça que c'est méga important de connaître ses limites. Mais grâce à ça, tu les as connues. Enfin, tu les connais et tu sais que pour toi, ça crée de l'anxiété d'avoir des messages la nuit ou en tout cas que pour ton suivi client, c'est important que ce soit écrit pour que tu puisses voilà, faire Mm, des comptes rendus ou ce genre de choses. Bon, c'était pas très agréable, mais j'ai l'impression que ça t'a quand même permis de passer de j'ai pas de limite, enfin peu de limites, ouais. ouais, non, ça va pas se passer comme ça par contre, parce que ça c'est pas ok, quoi. Ça m'angoisse, ça c'est un manque de respect. Enfin, c'est vachement important. C'est bien Oui, d'avoir c'est appris ça. ça, ouais. Ouais, ouais, totalement. Et puis ça m'a permis aussi de voir ce que moi j'aimais dans le one-one, la créativité, parce que là, ce qui était chouette, c'est que quand même, niveau créatif, je me suis régalée sur cette collaboration. Mais effectivement, ça m'a vraiment permis derrière de définir des limites et puis d'être encore plus spécifique dans mes CGVS. Voilà, tout recadrer comme il fallait parce que je me suis rendu compte que voilà, il y avait des choses que je ne voulais pas. Et puis, il y a probablement encore plein de choses que je ne veux pas et que j'ajuste en cours de route. Mais au moins, il y a le gros aussi des règles qui sont inscrites dès le départ et dès le début de la collaboration. Et ça, c'est le plus important. Parce que effectivement, comme tu dis, et je pense que c'est là où c'est important de pas tout remettre la faute sur l'autre, même s'il y a eu un cas là de manipulation, etc., et de malhonnêteté. C'est-à-dire que je comprends aussi que du point de vue d'un client, ce soit bizarre parce que en fait, on est hyper disponible et tout d'un coup, on l'est plus, etc. Et c'est pour ça que c'est important d'aller communiquer le pourquoi et d'oser le faire et on n'est pas bloqué en fait dans une posture si elle ne nous convient pas. Mais oui, oui, ça je le conçois tout à fait. Parce que du coup, il y a une incompréhension de se dire: «Ah beh, attends, tu me répondais tout le temps et puis là, tu me réponds plus, enfin, c'est ou tu me réponds sous 24 heures, enfin, c'est pas normal». C'est ça, il y a une part de chaque côté, mais après, comme tu dis, là, t'es tombé sur quelqu'un de foncièrement, pas très honnête. C'est un peu dommage Ouais, pour le spirituel, mais bon bref, chacun sa spiritualité. Mais c'est surtout, ça. heu, comme tu dis, l'important c'est la communication, mais heureusement, toi encore, que tu as eu le recul et la prise de conscience de te dire: «Ça, c'est pas OK. Ça, elle est en train de me la foutre à l'envers». Parce que, Mmh. c'est pour ça que cet épisode, il est important, parce que combien de personnes qui justement, ben, peut-être sont pas très à l'aise avec elles-mêmes, qui, sont pas à l'aise avec leurs limites ou qui osent pas les poser parce que faudrait pas que je perde un client ou que je donne une mauvaise image ou peu importe, enfin bref, et qui vont se laisser manipuler et qui vont vraiment se remettre en question et qui vont dire ouais c'est vrai en fait c'est moi qui ai déconné et puis tiens en fait je vais te Mmh. rembourser la moitié parce que c'est vrai j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais pas dû dire enfin, des dingueries toi donc toi t'as eu le recul de pouvoir faire ça mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont se laisser Totalement. prendre au jeu quoi enfin prendre au jeu et c'est terrible donc c'est pour ça je pense que c'est important d'en parler et de faire attention. Je pense, ayez confiance un petit peu en votre instinct et en vous et de vous dire: «Non, Ouais. là, si pour moi ça, c'est pas OK, c'est peut-être elle qui est en train de chier dans la colle et c'est pas forcément moi, quoi». Oui, c'est ça, exactement. C'est de se dire, oui, bien sûr qu'on fait tous des erreurs, même dans les process clients, que peut-être que, voilà, il y a eu, des manques, des gros manques, même là, personnellement, dans ma posture ou que j'aurais pu faire ci, faire ça. Mais, enfin, je veux dire, on est en apprentissage aussi. L'entrepreneuriat, c'est un apprentissage, constant et c'est totalement OK. Et puis selon les expériences qu'on a eues auparavant, selon
nous-mêmes, comme on nous a inculqué à poser nos limites ou pas dans notre histoire personnelle, ben il y a des choses qui sont compliquées. Et effectivement, il faut faire super attention à soi parce que on se fait pas que arnaquer par des coachs ou des formations en ligne en fait. On peut aussi se faire arnaquer par des personnes qui sont malhonnêtes. Et c'est vrai, c'est ce qu'on disait au début en fait. En fait, je trouve que finalement, dans l'entrepreneuriat, on en parle peu, ou je vois peu d'entrepreneurs qui disent: «Ah bah, moi, je me suis fait arnaquer». Je crois Thomas Burbidge, par exemple, il en parle du fait que ça lui est arrivé au début de sa carrière. Bah, lui, il a perdu des milliers d'euros carrément. Mais vraiment, en fait, je pense qu'on a honte parce qu'on se dit ça va être de notre faute, qu'on n'a pas envie que la personne nous fasse, une mauvaise image de soi et cetera. Et c'est pour ça que enfin, pour moi, c'était important d'en parler parce que c'est aussi un peu une revanche de dire non, mais il faut que ça soit rendu visible, ce genre de sujet. Et c'est pas normal qu'il y ait des personnes qui tentent de nous retourner le cerveau pour nous faire croire que c'est nous le problème, alors qu'à la base, elles nous ont embauchés pour notre expertise et qu'elles connaissent notre travail. Et c'est marrant parce que tu mets le doigt sur un sujet très important, tu en as déjà parlé un petit peu, c'est cette histoire de posture, etc. Et moi, je le vois souvent dans les profils que j'accompagne quand c'est des reconversions pro qui sortent du salariat. Il y a toujours, en fait, cette position par défaut de tu te lances, t'es en bas. Et du coup, n'importe quel client que tu as, en fait, tu lui dois une certaine Oui, c'est vrai. autorité, quelque chose comme ça, alors qu'en fait, ben non, tu as ton compte, tu es entrepreneur, donc tu es au même niveau que ton client et tu as le droit d'imposer tes limites, tu as le droit de donner le cadre dans lequel toi tu veux évoluer parce qu'en fait, tu t'es mis à ton compte pour ces raisons-là. Tu t'es pas mis à ton compte pour retourner dans une espèce de salariat déguisé quelque part, tu vois. Et c'est marrant parce qu'on l'a tous fait, je l'ai fait aussi à mes débuts. Et, enfin, je pense que moi j'ai fait toutes les conneries qui étaient possibles, imaginables. Donc voilà. Et c'est vrai que cette histoire de posture, c'est pas quelque chose que tu as instinctivement. Et en fait, des fois, tu es obligé de te planter, tu es obligé de te passer par là pour justement prendre ses compétences et t'assumer un petit peu plus aussi en tant qu'entrepreneur, quoi. Ouais, et puis je trouve que c'est super important ce que tu dis parce que ça touche aussi un autre problème qui est celui de vouloir se surinvestir euh, au début, hein, parce qu'on a l'impression que ah, cette personne, elle paye, je sais pas, 120 euros, même parfois moins, on va parler du début, et 40 ou 60 euros l'heure, il faut que je lui donne un maximum de valeur, etc. Et en fait, on se respecte pas soi et on respecte même pas son client parce qu'on va partir dans tous les sens pour pouvoir lui donner un maximum sans reconnaître même la valeur même de nos conseils et de notre travail. Parce que ça veut dire que quand on est dans cette posture-là et qu'on fait payer, je sais pas, à une cliente, on va dire 100 euros, et qu'on décide de lui donner ça en plus, ben, on ne respecte pas notre expertise, on ne respecte pas la valeur de nos conseils et tout ce qu'on a mis en place pour en arriver là, pour lui donner les conseils. Et il vaut mieux approfondir quelque chose pendant cette heure de séance et aller vraiment droit au but plutôt que d'essayer de s'épuiser à donner le plus possible, quoi. Et même dans l'esprit de ta cliente, du coup, le 100 euros vaudra tout ce que tu lui as donné en plus que ce qui était initialement prévu. Et du coup, à partir de là, ben forcément, elle, sa perception est biaisée parce qu'elle s'attend à un certain standing, à une certaine qualité ou certaines Mm. ressources, etc. Alors que bah, techniquement sur le papier non, en fait c'était juste du bonus quelque part, mais voilà, faut faire le juste milieu entre l'over delivery où t'en fais un tout petit peu plus pour le côté expérience client, le côté satisfaction, etc. Et ça c'est très très chouette, et ne pas tomber dans le côté je te donne pour te prouver, pour me prouver, pour justifier une certaine légitimité, quelque chose comme ça. Et c'est là où c'est un petit peu la balance à équilibrer, quoi. Mm. Ouais, c'est exactement ce que tu dis. En fait, souvent, c'est plus pour se prouver à soi-même parce qu'on se sent. Je pense qu'au départ, c'est compliqué, hein. Moi, quand j'ai commencé des séances de conseil, je me sentais tellement une impostrice de me dire mais attends, là, je fais vraiment payer 160 euros pour donner des conseils sur quelque chose qui me paraît tellement facile et basique. Mais en fait, pour que ça devienne facile et basique pour moi, enfin, j'ai galéré avant ça. Donc, c'est aussi. Et puis, la créativité que j'ai et les idées que j'ai qui sont plus innées, c'est parce que c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Mais la personne, elle vient à moi justement pour accéder à ça. Et pourquoi ce serait pas payant, quoi, que de donner des conseils
Parce que combien de fois je me dis au cours de ma vie, j'ai pu donner des conseils à des gens et ça les a emmenés à un autre step. Et je me dis, mais attends, pourquoi ce serait gratuit? Pourquoi ça Mais ça, m'amène c'est où? trop bien. C'est trop bien comme réflexion parce que j'avais donné un atelier justement à des entrepreneurs sur le syndrome de l'imposteur. Et la première question, enfin, le truc, c'est ça qui revenait tout le temps. Ouais, mais pourquoi les gens y paieraient pour ça? Mhm. Pourquoi? Et je lui dis, mais parce que il y en a une, elle était en gestion de crise dans les grands groupes et tout, donc elle voyait des dingueries quand même, hein, des trucs, t'es là genre, c'est pas très très fun ce qui se passe là. Et je lui dis, mais parce que moi, je serais incapable de faire ça. Moi, je serais terrifiée de faire ça. Moi, je pourrais pas faire ça. Donc, si j'ai quelqu'un en face de moi qui peut faire ça à ma place, Mhm. mais bien sûr que je paye. Bien sûr, si c'est important pour moi, bien sûr que je paye. Même pour faire le ménage, en fait. Ouais, Tu vois ce c'est que je ça. veux dire? Pourquoi les gens paieraient pour le ménage? Mais parce que personne peut blairer faire son ménage. Et il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui font de ça leur métier. Mais bien sûr que je te paye pour faire le ménage si je pouvais. Enfin, et en fait, c'est ça, c'est oui, pour toi, ça paraît évident, mais c'est évident parce que, comme tu dis, tu as travaillé pour, tu as fait des études pour, ou voilà, tu as bossé pendant des années là-dessus, ou tu t'es formé, enfin, peu importe tout ce que tu as fait. Donc oui, pour toi, c'est évident maintenant. Mais pour les trois quarts du commun des mortels, c'est peut-être pas évident. Mhm. Et peut-être qu'ils s'en foutent et qu'ils n'ont pas envie de le faire. Donc, c'est génial qu'il y ait des gens qui fassent ça. Et donc oui, c'est normal que tu sois payé pour ça. Enfin, Et ne serait-ce que pour le gain de temps aussi. bah oui, c'est ça. Ah C'est ouais, ça. bah ouais, ouais, c'est ça. C'est de se J'ai pas dire envie, que j'ai pas le ce que tu temps, fais-le. mets, ce que tu mets 1 heure à faire, en fait, une autre personne mettrait beaucoup plus de temps, en fait. Et si tu mets 1 heure à le faire, c'est justement parce que tu as l'expérience pour le faire rapidement. Mais souvenez-vous vraiment des débuts de l'activité que vous faites aujourd'hui. Moi, je vais penser au montage vidéo et audio. Enfin, j'y passais des heures, quoi. Maintenant, en une demi-heure, c'est plié, mais parce que j'ai l'expérience. C'est ça. C'est ça. Et attends, c'était. Ah putain, je voulais vous sortir une super phrase et tout, mais voilà, vache. Attendez. Attends, je sais même plus qui a dit quoi. Ouah, putain, attendez. Il y a Les quelqu'un qui a citations de dit. Clémentine. Je ne sais Ouais, plus qui a dit quoi, je sais plus qui dans a dit quel quoi. contexte. C'est Julie qui nous a fait ça l'autre jour. Bah, tu vois, elle m'a contaminée. Jean-Michel Non, à peu attends, près. c'était quoi? C'est qu'en gros, ah oui, pourquoi tu payerais quelqu'un, je sais pas, 10 000 balles pour une Attends. heure? Mais parce qu'en fait, il a fallu, je sais pas combien d'heures avant, enfin, il y a 10 ans d'expérience avant pour arriver à ce résultat en une heure ou un truc comme ça. C'est très moche comme excitation, mais en gros, c'était ça l'idée. Mais T'as je beaucoup pense qu'on a étudié, compris. beaucoup d'expérience, et que t'es pas arrivé comme ça du jour au lendemain, et que du coup, c'est ça qui se rémunère. Voilà, c'est ça. C'est pas que le Attends, rendu, Merci c'est le Jean-Michel à peu livrable. près. voilà, c'est exactement ça, c'est moi. Mais vous aurez compris. Faites un effort. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en plus, tu me fais penser à quelque chose. Au début de mon activité, j'ai été suivie par une super coach, Fanny Possible Factory, que je vous conseille. Et justement, en fait, au départ, c'était sur la création de mes tarifs, etc. Et elle m'avait dit un truc qui m'avait fait tellement relativiser. Elle m'a dit, Manon, je connais un coach qui vend son heure 10 000 euros. Ah ouais, je vois qui c'est, ouais. Voilà. Elle me dit, pourquoi est-ce que bon, elle l'a pas dit comme ça, mais moi je vais le dire avec mes termes. Pourquoi est-ce qu'un homme blanc, genre, se sentirait légitime à vendre 1 heure de coaching 10 000 balles et qu'il y a des gens qui achètent? Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Il y a des gens qui achètent 10 000 euros 1 heure de coaching avec ce mec. Alors voilà, fais-toi confiance et fixe tes prix, bordel. Fixe des prix à la hauteur de ton expérience et de qui tu es. C'est clair. Bah, j'ai repris le même exemple avec mon mec et du coup, maintenant, à chaque fois, il me dit: «Mais quand toi, tu feras des conférences à 20 000 boules la place, tu» Bah oui, allons-y, il y a pas de limite. Bon, je sais pas si j'oserais 20 000 balles la place, mais j'étais là genre: «Ouais, c'est ça, en fait, l'exemple, c'est parfait, en fait. Pourquoi toi, tu ferais genre 60 balles l'heure?» On te demande pas de faire 10 000 euros, mais pourquoi toi, tu ferais que 60 balles si tu estimes que ça a plus de valeur et qu'en soi, oui, il y a des Mais gens qui ouais, sont c'est prêts à ça. payer, en fait. Et enfin, je pense pas que ces mecs, un jour, ils se sont dit, je suis qui pour faire tel prix ou tel machin et tout. Et c'est pour ça, enfin, ça, c'est un message particulièrement aux femmes parce que je sais que ça touche beaucoup, beaucoup plus les femmes. Mais euh,
prenez cette place, en fait. Même que ce soit auprès de vos clients et tout, en fait, vous avez le droit complètement d'incarner ça, et c'est important de le faire parce qu'en fait, on nous laissera pas cette place de le faire. Donc c'est à nous de prendre cette place et de le faire, et de prendre conscience de nos capacités, et que toutes nos capacités et le travail gratuit qu'on fait, nous les femmes, depuis des siècles, et ben en fait c'est possible de se faire rémunérer pour ça. Breaking news. Breaking news, en fait, c'est pas obligé que ce soit gratuit, on n'est pas des bénévoles. C'est clair. J'allais demander un dernier conseil, mais je pense qu'on est bien. Voilà. Allez-y les meufs, là, prenez votre place, osez. Je sais qu'on n'a pas été éduqués comme ça, mais voilà, faut y aller, quoi. Faut sortir. Pour le coup, prenons un peu exemple sur les mecs. Finalement, C'est ça. voilà, prenons un peu l'exemple. Eux, ils ont aucun souci. Alors, évidemment, ne généralisons pas Oui. non plus, voilà, mais vous aurez compris l'idée. Il y en a qui n'ont aucun souci à te Not all vendre. men. Pardon. Attends. C'est bon, on a compris, not all men. Oui, alors Mais, non plus, mais mais par contre, ce qui est très drôle, enfin, du coup, le dernier conseil que je pourrais donner et que je donne à mes clientes ou des amis proches pour caricaturer ça, j'appelle ça la posture du HBC, donc l'homme blanc cis. Et je leur dis, mais réfléchissez des fois quand vous êtes là et vous avez peur sur certaines choses, etc. Demandez-vous toujours comment un homme blanc cis réagirait dans la situation dans laquelle vous êtes. que Et ferais-je en moi, ce depuis que je réfléchis comme ça m'a fait sortir de... Une fois, je suis allée à un entretien les mains dans les poches, et je me suis dit, de toute façon, c'est eux qui m'ont contacté, donc j'ai rien à perdre, je vais m'asseoir et puis je vais faire l'entretien, je suis confiante. À un moment, ils m'ont dit CDI, j'ai dit non, CDD. Non, mais parce que c'est dit CDD. Et j'ai insisté comme ça, et c'est passé. Je me suis dit, mais bordel, en fait, les femmes, on devrait plus prendre cette place de négocier et de se dire, mais attends, tout de suite, nous, on va être dans l'émotionnel, on va conscientiser, on va se demander comment va nous percevoir l'autre, si c'est pas trop cher, si la personne, nanana, enfin voilà. Donc c'est pour ça, à chaque fois, puis même maintenant avec mes amis, on se rappelle ça, même quand j'ai des coups de mou et tout, elle me dit, Manon, n'oublie pas, HBC, dans cette situation-là, et ce contrat que tu es sur le point de signer, comment réagirait un HBC? Voilà. C'est ça, faut prendre exemple sur ce qui est bon à prendre là-dedans, dans Voilà. cette posture-là, voilà, et le reste, bon, Et moi, faites ce que tu vous as raison voulez. de le préciser parce qu'on ne veut pas être purement dans l'énergie masculine toxique, mais en Non, tout c'est cas, cette posture et cette confiance en soi, c'est important de se l'approprier aussi. ça, ouais, c'est vital même. Donc allez-y les meufs, mais faites-en une énergie féminine après, comme ça on n'aura plus besoin de dire HBC. Mais, Ouais, c'est ça, exactement. ok, trop bien, bah super. Bah, je pense qu'on est pas mal sur cette belle méthode, ce beau conseil en plus à appliquer dès l'écoute de ce podcast. Merci beaucoup Manon pour ce témoignage. Où est-ce qu'on te retrouve du coup? Et ben, principalement sur mon compte Instagram, voilà, ta coach média, tout attaché. Il y a toutes mes informations. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Lance ton podcast, mais bon, il devrait changer de nom d'ici septembre. Mais en tout cas, vous trouverez toutes les informations principales sur mon compte Instagram. Ok, super. Bah, merci beaucoup encore une fois et puis bonne journée. Bah, merci Clémentine et Lise, bonne journée. Merci Manon. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?